Bonjour et bienvenue dans Jaftamer 92, aujourd'hui un spécial services sociaux au Québec. Nous aurons dans cette série de 2 émissions une interview exclusive avec Alain Rioux, les papas en action, et qui intervient sur place pour tenter de faire obstacle à la loi 15. Alors, qu'est-ce que la loi 15 ? C'est une loi qui diminue les droits parentaux des familles québécoises et qui augmente ceux de la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse. Et nous apprendrons durant cette série de 2 émissions que la DPJ embauche en fait des intervenants qui sortent un petit peu des études, qui viennent dans les familles québécoises regarder ce qui se passe sur dénonciation des voisins, de la maîtresse ou autre, et qui ont leur demande de placement accordée à 98,5% par les tribunaux, lesquels tribunaux sont gérés la plupart du temps par des avocats qui ont travaillé pour cette fameuse DPJ. Les familles québécoises n'ont absolument aucun moyen de se défendre et avec cette loi 15, ça va être encore pire. L'enfant n'appartiendrait plus effectivement aux parents biologiques mais plutôt à l'État. Et il y a des inquiétudes pour alimenter notamment les réseaux d'adoption. Tout ceci, bien évidemment, sur fond d'énormes sommes d'argent, de colossales sommes d'argent qui enrichissent un très grand nombre d'intervenants. Alors, avant d'aller voir Monsieur Rioux dans cette première partie qui sera un peu technique, les anecdotes seront plutôt dans la deuxième partie, nous allons déjà recentrer le débat et regarder ce qu'est effectivement l'ASE chez nous, l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS. En fait, l'ASE en France, c'est ça. Selon la loi, un enfant est en danger si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont menacées. Chargé de la protection de l'enfance, c'est le département qui reçoit les informations préoccupantes sur les enfants. Dans ce cas, les services de l'aide sociale à l'enfance, ASE, évaluent la situation et décident de l'une de ces 3 options. Premièrement, pas d'intervention car la situation n'est pas jugée préoccupante. Deuxièmement, une aide au domicile de la famille, réalisée par des professionnels de la protection de l'enfance. Troisièmement, un placement hors de la famille, généralement ordonné par un juge des enfants. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, comme le reconnaît lui-même Pierre Nave, inspecteur général des affaires sociales, dans la moitié des cas, les placements ne se justifient pas. Ainsi, ce sont donc près de 75 000 enfants qui sont arrachés à leur famille et qui garderont toute leur vie les séquelles de ce traumatisme. Il y a pourtant eu les rapports Nave-Catala de 84 et de 2000. Autant il est important de protéger les enfants qui sont en danger, autant nous constatons quand même assez régulièrement, allez, disons-le, quelques petits problèmes. Papa, je t'offre ce cœur pour te dire que je t'aime, alors je t'offre ce poème. Je ne t'oublierai pas jusqu'à ma mort, Justine, mon très cher papa que j'aime. Cette lettre est la dernière que Bruno ait reçue de sa fille Justine. C'était il y a 5 ans. Depuis, il se bat pour récupérer son enfant. En 1997, Bruno et la mère de Justine se séparent. Puis son ex-compagne meurt et Bruno récupère la garde de sa fille. Tout va bien, Bruno travaille comme ingénieur et refait sa vie avec Aurélie. De leur union naît Keira. Et là, Justine devient instable. Aurélie, sa belle-mère, essaye de lui venir en aide. Elle piquait des crises d'hystérie en se roulant par terre et en hurlant, ce qui n'est pas tout à fait avec un comportement un peu anormal pour un enfant de 9 ans. Le couple est désemparé. Bruno demande de l'aide aux services sociaux. Grave erreur! Il ne se doute pas qu'il ne reverra plus jamais sa fille. Ce que nous voulions, c'était véritablement une solution tout à fait provisoire et en aucun cas une solution durable d'éloignement de Justine. Il y a 5 ans, un juge pour enfants décide que Justine doit être placée en foyer, puis en famille d'accueil. Bruno n'a plus le droit de voir sa fille, de lui écrire ou d'entrer en contact avec elle. Il manifeste depuis par tous les moyens pour essayer de retrouver Justine, y compris avec une banderole dans les rues de Paris.
C'est une banderole que je sors depuis plusieurs mois dans Paris pour me plaindre de la disparition de ma fille Justine. Ça fait depuis 2005 que nous n'avons plus la moindre nouvelle de cet enfant. C'est équivalent, c'est tout à fait similaire à un rapt où nous n'avons pas la moindre nouvelle de Justine. Keira, qui a 5 ans, n'a quasiment jamais vu sa demi-sœur Justine. Ah, papa est tombé. La procédure de placement telle qu'elle existe en France est une violation flagrante de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui indique que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Les familles d'accueil et les foyers sont contrôlés une fois toutes les 29 ans et le problème principal que nous avons, ce sont les propos diffamatoires, les faux témoignages, extorsion de signature, violation d'autorité parentale et harcèlement moral qui peuvent exister dans certains cas et contre lesquels il est absolument impossible, quasiment impossible de se défendre, sauf à réussir par certains biais à exercer une procédure de faux en écriture publique qui est quand même assez ardue à entamer. Mais bon, passons cette étape. L'enfant a été arraché aux familles parce que une institutrice a fait un signalement, ou un médecin, ou un voisin. Ça y est, ils sont venus, ils ont regardé. Eh ben, que se passe-t-il donc après ? Les cris de cet enfant dans la nuit, qui dure encore et encore, qui cherche à hurler son désespoir et si mal géré par l'équipe éducative, c'est la scène la plus choquante. C'est la scène dont on a du mal à l'écouter et à la réécouter quand on fait un montage. Je m'appelle Jean-Charles Doria, j'ai 46 ans, je suis réalisateur, je viens de réaliser un documentaire pour M6 Zone Interdite. Une enquête sur l'univers opaque des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Ce que nous avons découvert est révoltant. Vous avez plusieurs enfants du foyer. C'est une enquête sur l'aide sociale à l'enfance et ses défaillances. La première d'entre elles, c'est que les enfants paraissent livrés à eux-mêmes, sans cadre, sans projet pédagogique. Parfois ne vont pas à l'école, sont complètement déscolarisés. Ils peuvent avoir 4 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans. En tout cas de négligence grave. On voit des enfants qui vont très mal, qui ont des troubles psychiatriques, et on voit des éducateurs qui n'arrivent pas du tout à les gérer, et ça peut souvent dégénérer. On voit aussi par exemple comment les médicaments sont donnés un peu n'importe comment. Mon traitement. Normalement, des piluliers sont préparés pour chacun d'eux, mais ce matin, ils sont tous vides. Un foyer n'est pas une prison, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. Les enfants peuvent sortir et entrer un petit peu comme ils le veulent. Et ça donne lieu à des fugues qui peuvent durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On peut avoir des enfants qui sont dans la nature. Et ce qui est le plus stupéfiant, c'est que personne ne semble les chercher, ni les professionnels du foyer, ni les gendarmes ou la police qui ont apparemment autre chose à faire. Ça fait 3 semaines qu'elle est pas là. Elle a 12 ans. La 4e grosse défaillance, et pour moi la plus préoccupante, c'est la prostitution de certaines jeunes filles qui profitent de ces fugues longues pour aller vendre leur corps dans les hôtels alentours. Certaines jeunes filles reviennent avec des traces de coups et de brûlures de cigarettes. Parfois très jeunes, 12, 13 ans, 14 ans. C'est un système qui peut être organisé. Des jeunes gens viennent les chercher à la sortie du foyer, les amènent dans des hôtels et les prostituent pendant des semaines. Les départements qui gèrent les foyers, normalement, ils ignoraient le fléau et ne font rien pour que ça s'arrête. Je trouve très compliqué de gérer une matière si humaine dans des bureaux avec des dossiers sans être au contact. Ça donne lieu à des dérives administratives. Il faudrait revoir un petit peu ce système, l'humaniser beaucoup plus que ça. C'est 8 milliards d'euros par an, 200, 230 euros par jour et par enfant. C'est pas des petites sommes. Comment cet argent est-il dépensé? Est-ce qu'il est dépensé à bon escient? Là, j'ai beaucoup plus de doutes quand on voit en Seine-Saint-Denis aucun projet, il n'y a pas d'activité, il y a un baby-foot pété et point barre. Si le secrétaire d'État m'écoute, il y a 2 choses qui me semblent assez essentielles. C'est beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus d'inspections inopinées dans les foyers. En 2009, chaque foyer n'était
inspectés qu'une fois tous les 26 ans. Autant dire qu'ils ne sont jamais inspectés. Le deuxième point, c'est que l'État reprenne un petit peu un rôle important dans la gestion de la protection de l'enfance et accompagne les départements pour aussi les soutenir, les aider à assurer cette mission ultra complexe d'élever ces enfants qui ont été retirés à leurs parents, qui ont parfois été maltraités. C'est, je crois, le devoir de la protection de l'enfance de les protéger. Zone interdite d'M6 de janvier 2021, ça donne vraiment envie, on n'a qu'à tous y envoyer nos enfants. Mais bon, donc, sommes-nous les seuls dans le monde à avoir ce genre de problème? Nous sommes allés poser la question à monsieur Alain Rioux au Québec, parce que nous l'avons déjà entendu lors de la conférence Lux Média de septembre 2021, dont vous avez eu ici quelques extraits. Monsieur Alain Rioux était un participant, un intervenant. Eh bien, visiblement, là-bas, ça va pas mieux, et ça va même presque, dirait-on, ça va être pire. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3 aujourd'hui avec Alain Rioux du Québec, les papas en action. Monsieur Rioux, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour monsieur, je vais très bien vous-même. Ah oui, tout à fait. Alors pour vous présenter, vous avez suivi une formation en génie à l'École Polytechnique de Montréal, vous êtes concerné par le droit administratif, vous avez œuvré à l'Assemblée nationale du Québec et vous êtes surtout actuellement porte-parole pour les papas en action pour l'équité et vous êtes concerné effectivement par l'intervention de l'État dans la famille traditionnelle et des services sociaux. Présentement, par contre, je vous dirais que je suis plus précisément porte-parole pour des milliers de familles biologiques du Québec dans le cadre d'une intervention à caractère législatif dans le cadre d'un projet de loi sur la protection de la jeunesse. Alors, c'est la fameuse loi 15, c'est ça? Exact. Alors, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs français, francophones majoritairement français, ce qu'est la loi 15 et quel est le scandale derrière cette loi 15? Bon, la loi 15, dans le fond, si on remonte en 2019 au Québec, il y a eu un drame d'une petite fillette qui est décédée suite à de la maltraitance. Maintenant, suite à son décès, l'Assemblée nationale a décidé d'ouvrir une enquête publique. Donc, il y a eu une commission qui a été mise en place pour étudier le dossier. Et également, je veux dire, ça concorde avec un moment où il était devenu temps de réformer la loi sur la protection de la jeunesse. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'est l'ASE en France. Donc, chez nous, ça s'appelle la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. Et il y a eu une commission. Moi, j'ai témoigné devant la commission dès la deuxième journée, puisque je travaillais déjà sur ce dossier-là depuis un certain temps. Et suite à la commission, il y a eu des recommandations de la commission. Et là, le gouvernement actuel, le gouvernement caquiste de François Legault, a déposé son projet de loi. Et il y a eu des consultations particulières devant la commission parlementaire qui a commencé à siéger il y a quelques semaines à peine. Et maintenant sont rendus à l'article 5 du projet de loi et ils vont siéger encore pour quelques semaines. Nous, on s'est investi largement dans ce projet de loi-là parce que, bien entendu, comme vous l'avez dit, on est intéressé par l'évolution des droits parentaux et ce projet de loi-là touche ce qu'on appelle la primauté parentale, c'est-à-dire que l'article 2.2 de la loi sur la protection de la jeunesse qui établissait que la responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant appartient en premier lieu aux parents biologiques. Donc, le nouveau gouvernement a décidé de soustraire, si vous voulez, cet article-là de la loi et de modifier l'article 4, notamment, qui est l'article charnière, qui, si vous voulez, guide l'intervention de l'État dans la famille biologique. Et nous, de notre côté, on a fait des recherches très approfondies depuis 2 ans sur le système de protection de la jeunesse. On a fait des sondages auprès des parents, on a recueilli beaucoup d'informations, on a étudié en long et en large les anciennes... Bon, comme vous l'avez dit, je suis un ancien employé de l'Assemblée nationale, j'étais recherchiste.
Donc, on a étudié les anciennes commissions parlementaires, la documentation institutionnelle, et on a trouvé beaucoup de choses intéressantes et surtout inquiétantes, c'est-à-dire que la protection de la jeunesse au Québec devant les tribunaux gagne, dans les 10 dernières années, la protection de la jeunesse a gagné 98,4% de toutes ces requêtes de prise en charge d'enfants par l'État, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, quand les sociaux viennent chez vous et qu'ils demandent une prise en charge, elle est systématiquement accordée, en fait, c'est ça? Oui, si vous voulez, je veux dire, il reste, disons, 1% de chance de gagner contre l'organisme devant le tribunal. Et chez vous, ils sont purement déclaratifs aussi, ou il faut qu'ils donnent des preuves? Parce que chez nous, ils ont juste à dire des choses et ils n'ont pas forcément à démontrer. Ben, c'est un peu ça qui est le but, si vous voulez, d'enlever l'article 2.2 qui donnait la responsabilité des soins aux enfants de la loi. Bien entendu, ça reste encore dans la charte des droits, mais comme j'explique aux personnes, c'est comme si sur la porte de devant de votre maison, vous aviez écrit la charte des droits et libertés, que le parent est le premier responsable de l'enfant, mais que sur la porte de derrière, la porte est grande ouverte. Donc, à partir du moment où ce que vous êtes signalé au DPJ, et vous ne saurez pas par qui vous êtes signalé parce que le signalement est confidentiel, donc vous ne saurez jamais c'est qui vous a signalé, mais si la DPJ décide d'arriver chez vous, débarque chez vous et retient un signalement, bien à ce moment-là, la porte de derrière est toute grande ouverte et votre primauté parentale ne vaut plus rien. Donc là, je veux dire, c'est l'intervenante du DPJ qui va décider si votre enfant peut rester dans votre maison. Et c'est l'intervenante du DPJ qui va décider si votre enfant doit être placé en famille d'accueil. Donc, avant cette loi-là, bon, il fallait que le DPJ fasse la démonstration, si vous voulez, d'une preuve qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'être retiré de sa famille biologique. Mais avec la nouvelle mouture, si vous voulez, c'est comme on introduit le fait que l'intérêt de l'enfant n'est plus une considération, comme c'est écrit dans la Charte des droits et libertés, mais l'intérêt de l'enfant devient la considération. RLP. Radio libre en Périgord. Nous parlions de cette fameuse loi 15 et vous nous expliquiez que, en fait, la mouture du nouveau projet de loi affaiblissait considérablement les droits parentaux au Québec. Non, parce que je ne vous cache pas qu'en Europe, nous sommes nombreux à regarder ce qui se passe chez vous parce qu'on va se dire que si jamais ça passe chez vous, ça arrive, ça va venir après chez nous dans quelques années. On a cette inquiétude, donc c'est pour ça qu'on regarde d'assez près. Donc, vous nous expliquiez qu'en fait, dans ce projet, il y aurait une primauté des services sociaux de la DPJ chez vous qui pourrait décider beaucoup plus facilement si jamais un enfant pouvait rester ou non dans son lieu de vie traditionnel. Est-ce qu'il y a un organisme de contrôle des services sociaux de la DPJ chez vous? Et est-ce qu'il y a des moyens de se défendre face à des gens qui viennent? Et puis, certains sont certainement très éclairés, mais peut-être d'autres un peu moins. Donc, comment ça se passe? Écoutez, c'est exactement là-dessus qu'on a déposé, nous, un immense mémoire de 200 pages qui repose essentiellement sur ce que devait être la DPJ dans les années 70. Et eux autres avaient établi une structure partagée, interministérielle entre la justice et les affaires sociales. Mais à l'époque, après plusieurs années de réflexion, on en est arrivé à un consensus que la protection de la jeunesse devait être chapeautée par un organisme provincial qui s'occuperait des signalements et qu'il y aurait des organismes régionaux qui feraient une certaine négociation. En bas de ligne, c'était la DPJ qui aurait, après un délai, je pense que c'était d'une vingtaine de jours, pouvait saisir le tribunal. Or, il y a eu un changement de gouvernement en 1976. Et là, à ce moment-là, le nouveau gouvernement a mis tout le travail parlementaire à la poubelle, comme ça arrive régulièrement quand il y a des changements de gouvernement. Et à ce moment-là, on a tout mis entre les mains d'une seule personne juridique qu'on appelle aujourd'hui la DPJ. Et depuis ce temps-là, on est pris avec ce système-là qui ne fonctionne pas tellement bien, qui a toujours eu de la difficulté. Il y a eu plusieurs remodelages, des réformes. Et on en est toujours au même point avec ce système-là. Donc, nous, on reproposait, dans le fond, ce qui avait déjà été initié au départ. Et pour répondre à votre question, l'organisme de surveillance, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Toutefois, cet organisme-là ne peut pas aider les parents parce que
cet organisme-là ne surveille que les droits de l'enfant. Donc, il faut qu'il y ait une lésion de droits de l'enfant pour que cet organisme-là puisse intervenir. Et il y a le protecteur du citoyen, mais il ne peut pas intervenir dans les causes de la DPJ. Et de toute manière, ces deux organismes-là n'ont qu'un pouvoir, un maigre, très maigre pouvoir de recommandation. Ils ne peuvent pas s'ingérer dans un dossier de la DPJ. Donc, personne ne peut s'ingérer actuellement au Québec dans un dossier de la DPJ. Et il est rendu pratiquement impossible de trouver des psychologues et des psychiatres pour faire des contre-expertises contre les experts de la DPJ, ce qui fait en sorte que la sécurité juridique des parents est devenue pratiquement inexistante. Et quand on regarde le fait que cet organisme-là gagne déjà 98,4% de toutes ses demandes, c'est-à-dire presque 100%, la sécurité juridique n'existe pas vraiment. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Ouais. Il n'y a pas de contre-pouvoir, en fait. Il n'y en a pratiquement pas. Et là, il va en avoir encore moins. Avec ce projet de loi-là, il va en avoir pratiquement plus du tout. Et l'autre fait on a découvert à travers nos recherches, c'est que les juges qui siègent au tribunal qu'on appelle la Chambre de la jeunesse, qui est le tribunal qui entend les causes de l'enfant au Québec. Le juge des enfants chez nous, d'accord, oui. La Chambre de la jeunesse est composée de juges qui sont pratiquement tous des anciens employés de la DPJ. C'est-à-dire des anciens avocats de la DPJ qui deviennent juges. C'est pas comme en Europe. Ici, le système pour devenir juge, c'est pas après avoir fait des études pour être juge, c'est un avocat de 10 ans d'expérience qui est nommé juge par le Conseil des ministres. Donc, les ministres nomment des anciens avocats du DPJ qui deviennent des juges à la Chambre de la jeunesse. Et on a même vu des juges de la Chambre de la jeunesse dans un secteur où ils entendent des causes pour lesquelles ils étaient avocats de la DPJ. Donc, ils entendent leurs anciens collègues de travail qui viennent plaider devant eux. Et ça, on trouve que c'est un grand manque au niveau de l'impartialité du tribunal dans une situation comme ça. Donc, c'est un système qui est étanche, qui n'a pas de surveillance et pour lequel il est très difficile d'avoir de l'information. Et ce qu'on déplore présentement, moi, j'ai été appuyé par plus d'une dizaine de milliers de personnes. Bien entendu, je n'ai pas les moyens médiatiques des ministres pour faire entendre ce que j'ai à dire. Donc, ça s'est passé uniquement sur Facebook et sur YouTube. Donc, c'est une minorité de la population qui a entendu le résultat de mes recherches et de l'information que j'ai produit, etc. Mais il y a quand même un nombre à date, il y a eu environ 15 000 courriels qui ont été adressés à l'Assemblée nationale pour que je puisse représenter des parents biologiques devant l'Assemblée nationale. Et c'est une démarche que moi je qualifie d'historique parce que personne n'a jamais fait ça. Ça s'est jamais fait que des citoyens demandent à être entendus dans un processus parlementaire. Donc, moi, en tant qu'ancien employé de l'Assemblée nationale, je connais bien le processus parlementaire et on a fait les démarches selon le règlement de l'Assemblée nationale. Toutefois, les députés ont fait la sourde oreille et ils n'ont même pas répondu à nos correspondances. Et je trouve ça très... ça va à l'encontre du rôle d'un député parce que le rôle d'un député, c'est un rôle de bienveillant. C'est un rôle qui doit être juste, qui doit respecter le mandat qu'on a confié à cette personne-là de nous représenter à l'Assemblée nationale. Donc, à partir du moment où 15 000 parents biologiques demandent pour faire entendre un porte-parole en consultation particulière et qu'on fait fi de ces 15 000 demandes-là, il y a... Le bas blesse en quelque part. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est comme... Je trouve ça un peu malveillant. On va à l'encontre de la bienveillance parce que ces gens-là ont été élus pour nous entendre. On les a élus. RLP. Radio libre en Périgord.
Donc Alain Rioux des Papas en Action qui nous parle de la loi 15 qui arrive à Québec. Une question qui me vient et que j'entends par rapport au débat que nous avons ici en France, en Suisse, en Belgique. Lorsque vous avez quelqu'un de la DPJ qui vient chez vous et que vous trouvez dans ses rapports des erreurs, des mensonges, des choses qui ne vont pas, vous nous avez dit qu'il y avait très peu de contre-pouvoirs, mais est-ce qu'il est possible, comment peut-on se défendre? C'est un problème que nous avons de manière récurrente ici en France. Si jamais la DPJ, la ZE, gagne 98,5% de ses demandes, il est important que les gens soient extrêmement fiables et qu'ils fassent un travail extrêmement pointu, extrêmement sérieux. Comment est-ce que vous faites pour lutter, pour vous prévenir des gens qui ne sont pas au niveau? Écoutez, c'est une mission impossible selon moi. Et dans les 2 dernières années, moi j'ai investi beaucoup de temps dans les dernières années pour écouter les parents. Les parents m'ont appelé de tous les coins de la province de Québec régulièrement, m'ont raconté leurs histoires. Et c'est toujours la même chose qui revient. Les parents sont incapables de déposer leurs preuves devant le tribunal. Leurs preuves sont rejetées par objection. Ils sont pas capables de faire témoigner les gens qui veulent témoigner. Et tous les gens nous répètent systématiquement que ce qui a été écrit dans le rapport psychosocial de la protection de la jeunesse, il y a beaucoup de mensonges, on a déformé la vérité, on a exagéré, donc les rapports semblent être souvent arbitraires et c'est quelque chose, dans le fond, qui est très difficile à prouver parce que ça devient la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et devant le tribunal, l'intervenant du DPJ est considéré comme l'expert aux yeux du juge, alors que le parent est seulement un témoin. Donc, le témoin ne peut pas émettre d'opinion, alors que l'intervenant, à titre d'expert, peut émettre ses propres opinions. Et même en 2007, il y avait eu une réforme sur cette loi-là et il était venu témoigner un médecin un psychologue qui a travaillé une partie de sa vie dans ce système-là et qui disait à l'Assemblée nationale justement sur le pourcentage qui est remporté par l'organisme au tribunal de 98% ou de 95 ou de 90, peu importe, mais il disait: écoutez, si on gagne toujours, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que mon rapport est bon? Est-ce que mon rapport est pas bon? Mais il disait aux parlementaires, on sait comment rédiger notre rapport pour être certain qu'il va passer devant le juge. Donc, il y a une fabrication de rapports d'une manière relativement standard, sachant que ça va passer. Et il n'y a pas si longtemps, il y a une journaliste qui a fait une recherche à l'effet que la DPJ magasine les juges pour entendre les causes. Parce qu'on le sait, je veux dire, les juges, c'est des êtres humains. Donc, il y a des juges qui ont certaines tendances. C'est-à-dire? Bon, je vous dirais, dans le fond, les propos, par exemple, d'un juge de la Cour suprême du Canada qui disait que, bon, il ne faudrait pas que ça devienne, l'intérêt de l'enfant devienne juste une question d'experts, parce que les experts ont des opinions, ont des points de vue différents, ont des valeurs différentes. Donc, tous les êtres humains, l'intérêt de l'enfant peut s'exprimer dans un panorama extrêmement large, puisque d'un côté gauche, par exemple, on pourrait dire que l'intérêt de l'enfant, c'est que les parents se soumettent aux volontés de l'État qui a choisi dans l'intérêt de l'enfant. À l'extrême droite, si on regarde le droit de l'enfant dans la Convention internationale, le droit de l'enfant, c'est de pouvoir vivre avec ses parents et de connaître ses parents et d'être élevé. Le droit aux soins que ses parents peuvent lui donner. Donc ça, c'est deux concepts. Oui, c'est sûr. Ouais. Complètement opposés. Donc, l'intérêt de l'enfant, selon la Cour suprême du Canada, n'est pas un principe de justice fondamentale à cause de ça, parce qu'il peut être interprété de 1001 façons en fonction des valeurs des personnes. Et c'est ça aussi que je reproche à la nouvelle loi. On vient nous dire que dans la Convention internationale du droit de l'enfant, c'est écrit que l'intérêt de l'enfant est une considération primordiale, une. Et c'est aussi pour ça que la Cour suprême a décrété que l'intérêt de l'enfant ne peut pas atteindre le stade de principe de justice naturelle parce que c'est une considération. Donc, dans la nouvelle loi, cette semaine, on a passé des amendements pour que ce soit la considération primordiale pour toutes les décisions. Maintenant,
On ne définit pas c'est quoi l'intérêt de l'enfant dans la loi. C'est un concept, l'intérêt de l'enfant, qui va être interprété par qui? Par l'intervenante de la DPJ ou de l'ASE. C'est pas le parent qui définit l'intérêt de l'enfant, c'est pas l'avocat du parent qui définit l'intérêt de l'enfant, c'est l'intervenant de l'État qui définit l'intérêt de l'enfant. Autrement dit, on remet tout entre les mains des intervenants de l'État de décider si on laisse l'enfant dans sa famille ou on le retire, ou on le place en famille d'accueil, ou on le place à l'adoption. Donc, la responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant est dorénavant pleinement et entièrement assujettie au pouvoir absolu de l'État québécois d'en décider autrement par force de loi. Jacques Collin!